Martino. L'opinion populaire. S'il y a quelque chose que le scandale SACLIC nous a appris, c'est que l'État gaspille notre argent, utilise mal notre argent. On travaille comme des fous. On envoie quoi? 30 40 de notre salaire à l'État. Puis il y a des gens qui disent, moi, ça ne me dérange pas de payer de l'impôt. Mais là, non seulement tu payes de l'impôt, mais tu n'as pas les services qui viennent avec. Puis en plus, tu regardes l'État qui gaspille notre argent, 1,1 milliard de dollars pour SACLIC. Ça n'a pas de maudit bon sens. On va en parler de tout ça avec Yuri Chassin, député indépendant de Saint-Jérôme. Bonjour, Yuri. Bonjour. On est écœuré d'envoyer de l'argent à l'État, puis c'est dépensé. C'est jeté par les fenêtres, littéralement. Est-ce que tu penses la même chose? Ben, quand j'entends quelque chose comme 100 millions de dépassements de coûts, ça n'arrêtera pas la Terre de tourner. C'est sûr que c'était une maladresse sans nom de même le penser, si ce n'est le dire. C'est l'ancien président du conseil d'administration de la SAC. Quand même. Ça. Il dit 200, 300 millions là, de plus. Ça n'arrêtera pas la Terre de tourner. Mais tu vois, cette culture-là, en disant, bof, il n'y a rien là. Mais il n'y a rien là. Attends, mais c'est notre argent, Christy, qu'on envoie à l'État. Puis quelque part, moi, ce que je trouve que ça révèle, c'est que quand on est dans l'univers de l'appareil bureaucratique, c'est ça qui est comme un peu la sagesse populaire, c'est convenu, tout le monde pense comme ça. Puis, quelque part, je pense qu'on a besoin peut-être de ce wake-up call, là, pardonne l'anglicisme, mais de comprendre que si on gaspille autant, c'est pas juste parce qu'on perd de l'argent, puis c'est l'argent qu'on a, nous, durement gagné, c'est aussi parce qu'on n'a pas des bons services et qu'à un moment donné, quand on regarde les déficits, puis un déficit record qui se transforme en un déficit encore plus gros, on est dans une situation assez désastreuse d'espèce de faillite tranquille au Québec, où finalement, on n'a pas trop les moyens de nos ambitions, on continue d'essayer d'assurer plein de services publics, mais mal, alors qu'il y a des missions fondamentales. Il y en a qui sont sympathiques à avoir si on a les moyens, mais on n'a peut-être pas les moyens. Puis il y en a que c'est juste de l'accessoire, là. On est rendu quand même assez loin là, dans l'interventionnisme puis dans les dépenses collectives. Moi, je pense que c'est ça, la réflexion que les gens commencent à avoir aussi, parce qu'ils ont plus vraiment foi, en fait, là, que les services vont être là quand ils vont en avoir besoin. À un moment donné, n'importe qui fait un budget à la maison, si tu vois là, que tu n'as pas de rentrée d'argent supplémentaire de prévu, il faut que tu coupes dans les dépenses. Je veux dire, c'est pas, il n'y a pas 36 solutions, c'est ça. Et là, tu as écrit un texte, Yuri, tu dis l'État en fait trop et, comme dit le proverbe, qui mal étreint, qui étreint trop, mal embrasse trop, mal étreint. Exactement, c'est voilà. ça. Mais est-ce que les électeurs, est-ce que le citoyen moyen, Yuri, est prêt à entendre ça? Ou parce qu'on a l'impression que les citoyens pensent que l'État va tout y payer, le moindre de ses petits besoins, l'État va le payer. Est-ce que là, tu penses qu'un politicien peut regarder les électeurs dans les yeux et leur dire il va falloir faire des choix? C'est difficile de promettre aux électeurs qu'on va redresser la situation, mais que ça va faire mal. Je pense que c'est pas dans la nature d'un politicien de dire ça. En même temps, alors j'ai peut-être la chance d'être député de Saint-Jérôme, une capitale régionale, pas très loin de Montréal, puis l'espèce de grande majorité silencieuse là, dont on entend parler souvent, je pense qu'on peut leur parler de leur réalité. Parce que le décrochage, l'espèce de constat que les services publics ne fonctionnent plus, on le fait à tous les jours. Qui va attendre en ligne ou à l'urgence pendant 17 heures pour un service public si on peut, à côté, aller au privé, peut-être payer 140 $, mais avoir une prise de sang, une radiographie, ça va être réglé, je manque pas de journée de travail. Ça se fait constamment. Les enfants, on trouve pas de bonne école, on va les envoyer au privé. C'est le choix, en fait, des Québécois, il s'exprime déjà à travers les choix qu'ils font en votant avec leur portefeuille. Oui, et Yuri, on s'est donné un très bel État tout neuf dans les années 60, on en avait besoin, mais là, on est en 2025.
65 ans plus tard, l'État craque de partout. Les écoles sont en des études, les hôpitaux, Christy, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, puis il y en a d'autres. L'État des routes, on n'a pas des services. À un moment donné, l'État est en train de craquer. Le bel État qu'on s'est donné est en train de craquer. On est dû pour une révolution tranquille 2.0. Puis tout doit être sur la table en disant qu'est-ce qu'on peut se payer, puis qu'est-ce qu'on peut pas se payer. Puis je reviens là-dessus. Une mère puis un père responsable dit à ses enfants, ben, regarde, je vous avais promis d'aller à Walt Disney World cette année, mais on a regardé, là, puis on peut pas, parce qu'il va falloir rénover la maison cette année. Fait qu'on pourra pas aller à Walt Disney World, c'est plate, mais tu sais, on est rendu là. C'est ça. C'est du luxe, dans le fond, à un moment donné. Puis, si on veut pas revenir que le toit nous coûte sur la tête, et je pense, puis là, je vais te dire une énormité, Richard, parce que, dans le fond, les baby boomers de 65 ans, là, ils ont un peu contribué à une révolution, hein, une révolution tranquille, mais de construire quelque chose. Puis je pense que là, ils sont à la retraite, puis ils sont tranquilles, puis malheureusement, on va encore avoir besoin de vous, les baby boomers, parce que on a besoin de prendre conscience que si on essaie encore de tout faire, puis si on élit encore des politiciens qui nous disent, nous, on a la solution magique, ça va bien aller, ça marchera plus. Et on va malheureusement se faire envoyer un signal du type de la décote de Standard & Poor's. Ça va être en fond, un signal d'alarme ou un réveil là, qu'il va falloir avoir parce que si on veut pouvoir tenir nos promesses, par exemple, pour les soins de santé universels, juste ça, là, ça va demander énormément de sous demain matin. Là. Et si on n'est pas capable d'avoir des hôpitaux, j'entendais une question, je pense que c'était du Parti libéral, qui expliquait le protocole pour, dans le fond, utiliser les tapettes à mouches dans les salles de chirurgie pour pas que la mouche morte tombe dans le patient ouvert. À un moment donné, on est rendu là, ça n'a pas de bon sens. Non. Que si on veut pouvoir avoir une santé universelle, juste ça, c'est déjà un certain nombre de sacrifices. Puis je pense que si on veut avoir une société qui a une certaine vitalité économique, qui offre un avenir aux jeunes, je pense que les baby boomers vont devoir être mis en contribution parce qu'il va falloir qu'ils votent avec le savoir que ça ne sera pas nécessairement toujours drôle. Puis revenir aux missions fondamentales de l'État, c'est-à-dire la santé, l'éducation, prendre soin la sécurité, exactement. Etc. Puis il va falloir couper ailleurs. Et écoute aussi, je ne sais pas si tu as vu, le taux de natalité au Québec n'a jamais été aussi bas. C'est un record historique. On ne fait pas d'enfants. Je comprends qu'il y a des gens qui disent, ben là, les immigrants, c'est parce qu'il faut les franciser, il faut les intégrer, mais en même temps, si on ne fait pas venir d'immigrants et on ne fait pas d'enfants, on ne sera pas un peuple bien fort, là. Tu sais, quelque part, la dernière session de ma maîtrise, j'ai été étudié à Mexico City. Okay. C'est quand même une ville vibrante de 30 quelques millions de personnes. Il y a un élan, un dynamisme, un optimisme parce que chaque génération étudie davantage que la précédente, a plus d'opportunités. Puis je suis revenu ici puis je me dis, c'est pas la même ambiance. Moi, je pense que c'est un petit peu ça aussi. Si on fait moins d'enfants, est-ce que c'est parce qu'on se dit on veut pas amener là, des enfants dans un monde qui est difficile, peut-être. Moi, je pense que c'est aussi parce que si on a une confiance en l'avenir, si on se dit que ces enfants-là vont aller bien, puis vont avoir une société qui va bien, ben, ça va peut-être nous encourager, effectivement, puis en même temps, il faut les garder, les jeunes. Moi, c'était ma dernière question au gouvernement aujourd'hui, là, de la session. J'ai cité un jeune de 18 ans qui m'a écrit une lettre, Richard, à fendre le cœur. Ah oui? Parce que lui-même, il disait... Là, je te le cite, mais je rêvais d'être politicien parce que j'ai un amour profond pour notre Québec, mais malheureusement, je me suis résigné à ne pas m'engager dans ce combat-là parce que le Québec, champion de la liberté du temps des d'Iberville et des Marquettes, s'est muté en chimère frustrée et gavé d'immobilisme. Je lis ça. Il y a 18 ans. Si à 18 ans, il est rendu cynique comme ça, ou en tout cas peut-être lucide, là, mais Yuri, souviens-toi, il y a plusieurs années de ça, je pense 20 ans, il y avait une fille qui avait fait beaucoup jaser au Québec. Elle avait écrit un texte qui s'intitulait « Le Québec me tue ». T'en souviens-tu? Non, je m'en souviens pas. On disait aussi c'est de l'immobilisme et tout ça. Puis écoute, ça n'a pas changé 20 ans après. Et puis la CAQ, c'est pour ça que tu as quitté la CAQ aussi. Moi, je trouve la CAQ sur l'identité, ils sont forts, sont bons. Sur le français, je trouve, sur la laïcité, des trucs comme ça, mais en économie, ils ont dépensé en tabarnouche. Ils n'ont pas... C'est que les finances publiques... On s'attendait à des finances publiques gérées de façon plus rigoureuse, mettons.
ça conditionne beaucoup de choses. Ça conditionne ce qu'on peut faire ou pas collectivement. Puis à la limite, si on veut faire aimer le français, si on veut attirer des gens dans la société, moi, je me rappelle que l'Alberta a connu une vague d'immigration sans précédent quand ils ont eu un boom économique. C'était conditionné évidemment avec leurs ressources naturelles. Nous, on a fait le choix de pas du tout toucher à ça parce que c'est sale, il faut le laisser dans le sol. C'était pas le discours de la CAQ au départ, mais bon, bref, si on décide de s'atrophier lentement, là, puis de pas avoir de prospérité économique, ben on n'aura pas non plus une culture vibrante puis un rayonnement culturel très fort. Exactement. Les États-Unis, c'est un petit peu comme ça qu'ils conquièrent le monde. Leur soft power culturel, il est conditionné aussi par une économie vibrante. Moi, je pense que c'est la base. Et Évidemment, je suis comme disait un conseiller Clinton, il disait économie stupide. Si vous voulez avoir une culture exact. forte, si vous voulez avoir un bon système de santé, si vous voulez avoir des bons services publics, ça part d'abord et avant tout de l'économie. L'économie. C'est tout normal. Alors, est-ce qu'on a des entrepreneurs qui font fortune de temps en temps? Oui. Mais est-ce qu'on les encourage? Est-ce qu'on leur laisse de l'air, de l'oxygène? Yuri. Il faut partir de là. Mario Pelcha, il veut faire des spectacles dans son vignoble, Christy, pour attirer le monde en région. On lui dit non. Il n'est pas bon, quelqu'un, il est plein de règlements, pas comme ça, Christy. On les écœure, nos entrepreneurs. Puis c'est pas comme si la terre agricole allait disparaître. Là, il fait un bâtiment dessus. Mais elle est encore là, la terre. Là. Elle disparaît pas. On a besoin d'un swing tout à fait. Merci beaucoup, Yuri Chassin, député indépendant de Saint-Jérôme. Salut, bye.